souhaites découvrir les changements que va entraîner la mise à jour Pectra du réseau Ethereum et voir l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur les prix de l'ETH, ça se passe dans cette vidéo des génériques. Go, no, go crypto. Oh, 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 Bitcoin is Ethereum. Go, go, go. Go, no, go crypto. Oh, oh, oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la mise à jour Pectra du réseau Ethereum. Dans cette vidéo, je vais vous passer en revue le déroulement des testnets, faire un petit rappel sur ce que sont les blogs car cette amélioration qui a été mise en place l'année dernière est au cœur justement des développements que je vais vous présenter là. On va découvrir ensemble les différentes EIP de cette mise à jour Pectra, leurs conséquences sur le réseau et on verra en fin de vidéo les influences que ça pourrait avoir sur la supply et sur le prix d'Ether tout simplement. Je vais commencer par installer un petit peu le contexte. Pectra, c'est la fusion de la mise à jour de Prague et de Electra qui regroupe plusieurs EIP majeurs destinés d'une part à améliorer la gestion des validateurs, l'interaction entre les couches d'exécution et le consensus, et aussi optimiser les frais de transaction. Alors quand on dit optimiser les frais de transaction, il faut faire attention sur la désignation qu'on peut mettre derrière, parce que effectivement c'est aussi bien vos coûts de transaction réellement en tant que tels, mais c'est aussi les coûts de frais au niveau des différents intervenants sur le réseau Ethereum. Pectra a d'abord été déployé sur le réseau de test Oleski le 25 février. Donc le réseau Oleski, c'est un réseau de test qui ressemble trait pour trait au réseau mainnet d'Ethereum, sauf que c'est justement un réseau qui permet de tester les différentes EIP et tout simplement tester des applications, etc. Lors de cette phase, il y a eu une erreur de configuration, en l'occurrence l'utilisation d'une adresse incorrecte sur le contrat de dépôt, qui a entraîné des dysfonctionnements majeurs sur justement ce testnet. Le problème a provoqué des incohérences et même une scission de la chaîne Oleski, et ça a tout simplement affecté un certain nombre de clients de la couche d'exécution. Suite à ces difficultés, forcément, les gens ont eu un petit peu peur, mais l'équipe de développement Ethereum a bien pris les sujets en compte. Ils ont fait les modifications, corrigé le tir par rapport justement aux problématiques qu'on avait rencontrées sur ce lancement sur le testnet Oleski. Le test a été relancé cette fois-ci sur le réseau Sepolia le 5 mars. Et ça a été pour le coup un franc succès, ça s'est déroulé sans aucun problème. On a eu une transposition parfaite des transactions, une finalisation des blocs conformes aux attentes et ça a tout simplement confirmé le succès des ajustements qui avaient été faits par rapport aux tests qui avaient été faits sur Oleski. Fort de ce test concluant sur Sepolia, et les enseignements tirés de Oleski, l'équipe Ethereum a donc validé les principaux aspects de Pectra. Le passage en mainnet, lui, est planifié pour le mois d'avril 2025. Ça marque tout simplement l'aboutissement de ce processus de test qui est rigoureux, itératif comme on peut le faire d'habitude sur Ethereum. Et concrètement, ça va débloquer pas mal de choses qui avaient été justement mises en place sur la mise à jour d'Encun. Justement, pour revenir un petit peu sur cette mise à jour d'Encun, donc je vais être obligé de vous parler des blobs et vous faire un petit rappel de leur mise en place et de à quoi ils peuvent servir. Voilà, tout simplement parce que ça va être très utile pour comprendre ce qui est fait sur la mise à jour Pectra. Les blobs, ils ont été introduits dans l'upgrade d'Encun, donc qu'on appelle aussi le proto downsharding, qui a été déployé en mainnet en mars 2024. Cette innovation a ouvert la voie tout simplement à des améliorations significatives sur la gestion des données et sur la réduction des frais sur Ethereum, ce qui fait que effectivement, avec le déploiement des blobs et le fait qu'il y a un certain nombre de layers 2 qui s'y soient mis, on a vu des frais de
réseaux qui ont baissé drastiquement, provoquant, quand même pas mal, d'incertitudes, au niveau justement, tout simplement des investisseurs, des gens qui étaient un petit peu en dehors de la chaîne, de comprendre: «Et pourquoi les frais d'Ethereum sont si bas? Est-ce que c'est plus utilisé?» C'est plus compliqué que ça. C'est plus, en fait, l'utilisation justement de ces blobs et justement des layers 2 qui utilisent ces blobs-là pour utiliser le mainnet d'Ethereum de manière beaucoup moins coûteuse. Pour revenir un petit peu sur ce qu'est le blob, donc le blob, ça signifie Binary Large Object et en fait, c'est tout simplement une, partie dans le bloc, de données qui peut être stockée, de manière temporaire sur Ethereum. C'est-à-dire que normalement, quand vous utilisez Coldata, dans une transaction, cette transaction est figée sur la blockchain ad vitam aeternam et ça a forcément un coût assez important. Lorsque l'on parle d'un blob, en fait, on est en capacité là de venir mettre des données, une quantité de données assez importante, par contre qu'on va stocker pendant une période limitée sur la blockchain. En général, c'est dans les alentours de 30 jours. Le but principal étant justement, de permettre, aux L2, aux rollups et cetera, de pouvoir mettre sur la blockchain principale leur état, mais pas forcément figer cet état ad vitam aeternam. Eux, ils ont besoin, en fait, à chaque actualisation de leur état, de pouvoir, entre guillemets, «effacer» les anciennes datas et en fait, c'est les datas de ces anciens, blobs sont tout simplement prunés. Ça veut dire pruner, ça signifie que, en fait, ils sont, effacés, de la blockchain au profit tout simplement, des nouveaux blobs qui ont, eux, un état de la chaîne qui est actualisé. Voilà, donc ça vous permet, quand même de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'Ethereum depuis un an et de pourquoi, les frais ont quand même pas mal baissé et où il y a pu y avoir un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'utilisation de la blockchain. Bon, je peux maintenant passer justement aux EIP de, cette nouvelle mise à jour, du réseau, donc cette mise à jour Pectra. Donc on va commencer par, le IP 7251 dont le but est une augmentation du solde effectif maximum pour les validateurs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quand vous avez un node validateur sur Ethereum, dans ce node, vous avez 32 ETH stackés. Ce qui fait que, les gros validateurs pouvaient avoir plusieurs centaines de nœuds, ce qui n'était pas forcément hyper efficient. On pouvait avoir en fait des validateurs qui étaient redondants et tout simplement un nombre de nodes validateurs qui était vraiment énorme. Donc là, on a avec, cette proposition-là, le passage, d'un maximum de 30, enfin d'un maximum et d'un minimum, c'était 32 ETH. Maintenant, vous pouvez aller de 32, enfin, quand ça sera mis en place, donc normalement au mois d'avril, vous pourrez monter de 32 ETH à 2048 ETH. Ce qui va permettre d'avoir justement, on va dire moins de nodes validateurs et que vous ayez pour ces gestionnaires de nodes beaucoup moins de frais et on va dire moins de nodes, donc une meilleure répartition, on va dire, des validations, une meilleure validation du consensus. Concrètement, un gros node va valider, enfin avoir autant de chances de valider qu'un petit node, donc on va dire que ça limite le fait que ce soit toujours les mêmes validateurs qui valident les choses et puis surtout, voilà, on baisse beaucoup leurs frais de fonctionnement, donc pour eux, c'est plutôt intéressant. Deuxième EIP, on parle de l'EIP 7702. Donc là, c'est l'attribution temporaire de code au compte EOA. Donc en fait, les portefeuilles, donc les EOA, vont pouvoir maintenant exécuter directement des smart contracts lors d'une transaction. Donc ça va permettre justement de mettre en place des fonctionnalités avancées, comme le batching des transactions, le fait justement de payer les frais avec un autre token que de l'ETH. Ça va permettre aussi, certaines applications de pouvoir sponsoriser les frais. Enfin, il y a comme ça beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites. Et justement, il y aura plus besoin forcément d'utiliser ETH en natif, d'avoir de l'ETH en natif dans le portefeuille. En fait, ça va permettre le regroupement de plusieurs actions aussi dans une seule transaction, et ce qui fait qu'au lieu de payer X transactions, X fois des frais, vous allez pouvoir tout mettre dans une seule transaction et ainsi avoir beaucoup moins de gaz à payer.
La prochaine, c'est le IP 7002. Donc là, c'est le retrait déclenchable depuis la couche d'exécution. Donc ça, en fait, c'est la possibilité pour les validateurs d'initier des retraits directement avec leur clé de retrait, mais sans dépendre exclusivement de leur clé active. Donc en fait, ça vient simplifier le processus de sortie du stacking de manière déjà plus simple et plus sécurisée, avec une diminution des coûts justement qu'entraîne le fait de stacker, déstacker, etc. La prochaine, c'est l'EIP 6110. Donc là, on parle de l'approvisionnement des dépôts de validateurs sur la chaîne. Donc ça, c'est pour justement permettre le déplacement du traitement des dépôts sur la couche de consensus vers la couche d'exécution. Donc le but étant d'avoir une activation plus rapide par les validateurs, une simplification du processus. Et donc, là, pareil, hein, on est dans l'administration du réseau, le but étant de venir justement pour les validateurs réduire les frais et si vos validateurs ont moins de frais, forcément, ils peuvent mieux vous rémunérer sur, par exemple, votre délégation de stacking. La prochaine, c'est l'EIP 7685. Donc ça, c'est la requête générale sur la couche d'exécution. Le changement, c'est que le cadre permettant au smart contract d'envoyer des requêtes, ça va permettre d'envoyer justement des requêtes à la couche de consensus. Ce que ça aura comme conséquence, c'est que ça va améliorer la communication tout simplement entre les couches, avec un traitement qui sera plus efficace des opérateurs. Ça a forcément un impact sur les frais, un traitement qui est optimisé des transactions et concrètement, finalement, des L2 qui sont toujours de moins en moins chers à utiliser et de plus en plus connectés, on va dire, à Ethereum, on va dire sans qu'il y ait de latence, etc. Enfin, le but étant, comme on le sait, d'Ethereum, de faire on va dire un ordinateur géant, le fait qu'il y ait beaucoup de frottement est problématique et eux, forcément, leur but à l'équipe d'Ethereum, c'est de régler tout ça. La prochaine EIP, c'est l'EIP 7623. Donc là, on parle de l'augmentation du coût justement du call data. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au niveau, d'un bloc Ethereum, vous avez, justement un certain nombre de fonctions, possibilité de passer par un blob ou tout simplement de passer par un call data. Et le fait en fait d'augmenter le coût de ce call data, déjà ça va avoir tendance à augmenter un petit peu normalement de base, les transactions, mais c'est surtout que ça va pousser les L2 à utiliser ces blobs et justement à désengorger le réseau. Et si le réseau est désengorgé, concrètement, les transactions vont vous coûter moins cher. Et c'est surtout que dès que vous allez être créateur de DApp ou tout simplement une personne qui est sur une L2, vous allez être vraiment poussé à aller vers ces blobs-là parce que sinon, de toute façon, vous ne serez pas forcément rentable vis-à-vis d'autres protocoles. Donc là, c'est vraiment le but. On va mettre les L2, les grosses IAP dans les dans les blobs. Et à côté de ça, on laisse, on va dire, le call data que pour les informations qui ont besoin d'être vraiment stockées sur la blockchain ad vitam aeternam. La prochaine EIP est le IP 7691, donc ça c'est l'augmentation du débit des blobs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a 3 possibilités d'avoir 3 blobs par bloc. Donc là, on va avoir une augmentation du nombre de blobs possible. Donc là, avec un passage par exemple de 3 à 6 pour aller jusqu'à un maximum de 9. Donc là, le but est de venir améliorer la capacité de stockage pour les roll-up ou les solutions de scaling. Ça aura forcément une réduction, ça entraînera une réduction de la congestion du réseau. Ça va entraîner aussi une baisse des frais pour les utilisateurs des Layer 2. Pour vraiment, on va dire, améliorer ce côté blob justement qui est fort mis en avant par Ethereum pour justement permettre de scaler, on a aussi l'EIP 7840 qui, elle, pour le coup, est un ajustement dynamique du calendrier des blobs. Le changement, c'est que ça va permettre au client d'ajuster les paramètres liés au blob, donc en fait le nombre, la cible, le nombre maximum de blobs, etc. Pour avoir un nombre qui va être flexible en fonction de la demande et justement de venir permettre d'avoir le bloc
le moins cher possible, d'une part pour les personnes qui vont devoir faire du call data et aussi pour les personnes qui vont faire du blob. La gestion améliorée, en fait, va permettre, dans les pics de trafic, d'avoir une meilleure stabilité, des frais de réseau, et justement de venir limiter les congestions parce que, quand vous allez avoir, on va dire, beaucoup, de blobs à passer, on va pouvoir aller jusqu'à 9 blobs et en fait, vu qu'eux prennent énormément de data, plutôt que de le passer en call data classique, ça va permettre d'avoir un réseau qui est beaucoup moins congestionné. La dernière IP, c'est le IP 2537. Donc là, c'est la précompilation pour les opérations sur les courbes BLS 12-381. Donc concrètement, là, le changement, ça va être une introduction pour les opérateurs précompilés, en fait, une capacité d'effectuer les calculs sur la courbe BLS 12-381, donc qui est utilisée pour la vérification des signatures et des preuves cryptographiques. Donc là, ça va forcément entraîner une réduction justement de ces coûts, ces opérations complexes, pour faciliter le développement, d'applications avancées. Donc comme je vous disais, ordinateur décentralisé, donc il faut qu'on puisse, on va dire dépasser les simples swaps et cetera et vraiment commencer à scaler vers des choses plus complexes et des diables plus complexes. Mais pour ça, on a besoin justement d'avoir moins de frottement et cherche à aller vers ça. Donc ça aurait une diminution justement, des coûts de transaction sur les smart contrats avec des fonctionnalités cryptographiques. Donc, en gros, en regroupant toutes ces améliorations, Pectra, vise à rendre Ethereum plus efficace et moins coûteux. Il y a une optimisation du stacking qui est faite, grâce, pour les validateurs, grâce aux EUP 7251, 7002 et 6110 qui allègent la charge sur le réseau et réduit donc les frais. Il y a une communication intercouche qui est optimisée grâce à l'EIP 7685 qui permet un traitement plus fluide des transactions. Une amélioration concernant les blobs, donc là ça vient dans l'EIP 7623, 7691, 7840 qui permet de réduire la congestion du réseau et d'avoir un stockage qui soit le plus économique possible justement pour ces états de L2, on va dire ça comme ça, parce que c'est principalement les L2 et les gros IAB qui vont l'utiliser. Et ensuite, on a ces opérations cryptographiques qui sont rendues moins coûteuses grâce à l'EIP 2537. Donc ça, c'est aussi une bonne chose parce que forcément, on a besoin d'avoir un certain nombre de signatures si on veut augmenter la sécurité du réseau, donc des preuves cryptographiques, etc. Et pour ça, on a besoin justement de pouvoir les lancer sans que ça coûte une fortune. Donc comme vous l'aurez compris, ces dispositifs mènent surtout à scaler, la L1 et permettre au L2 de venir s'y greffer, de manière le plus naturelle possible. Grâce à cette panoplie là justement d'amélioration qui a été mis en place sur Ethereum, Ethereum montre qu'il continue à être à la pointe et plus qu'à la pointe au niveau justement des blockchains. Cette mise à jour qui va être mise normalement en mainnet, au mois d'avril, va permettre, d'améliorer la sécurité, la congestion, sur le réseau, permettre une meilleure stabilité de ce réseau et de ses frais, réduire, les frais des transactions pour, justement avoir une meilleure utilisation, des blobs qu'il a à l'heure actuelle. Effectivement, il y a pas mal de L2 qui s'y sont mis parce que forcément le blob coûte moins cher que du cold data, mais, on a encore quand même pas mal, enfin quelques L2 et quelques, on va dire, grosses diables qui s'y sont pas mis à fond. Au niveau, vraiment là du prix et de la supply, parce que souvent, quand on a comme ça des grosses mises à jour qui se mettent en place, on vient se poser la question de: «Mais quel sera l'impact sur le prix?» Bon, concrètement, la mise à jour Pectra, elle est pas là, elle ne change pas le principe de borne instauré, avec le IP 1559. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le même principe, de burn des frais et d'émission, par, la validation. Vu que, on a là, on va dire, de moins en moins de frais
et une émission qui, elle, est plutôt constante, on a plutôt une augmentation, de la supply qui a été constatée ces derniers temps et qui devrait être validée. Là, en fait, Ethereum, eux, ils sont en train de se mettre en place pour être capables de scaler, donc d'accueillir beaucoup plus d'applications, beaucoup plus de volume et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le réseau est un petit peu sous-utilisé, par rapport à ses capacités et donc là, le but va être, on va dire, de mettre vraiment en place des app chains qui vont être un petit peu game changer, utilisés par tout le monde et c'est le but d'Ethereum de toute façon, c'est pas de rester dans son état actuel, c'est vraiment de pouvoir, scaler. Donc malgré tout, il y a quand même un certain nombre de changements au niveau, des frais que va entraîner, que Pectra va entraîner. On va avoir, comme je le disais, une augmentation, du coût du call data. Donc, ça veut dire qu'en fait tout ce qui ne sera pas, stocké en blob va normalement coûter plus cher. Donc si les gens sont un petit peu longs à faire cette transition vers les blobs, on pourrait, s'il doit y avoir augmentation des frais, se remettre à burner pas mal. Mais le but d'Ethereum de toute façon, c'est d'être de moins en moins cher et d'avoir vraiment énormément d'applications, donc avoir beaucoup d'applications peu chères et pas forcément avoir des coûts de réseau, qui sont élevés et de plus burner par la quantité d'utilisation que par des frais, qui soient justement excessifs. Après concernant les problématiques, que justement Ethereum peut avoir, et que, d'anciens mineurs peuvent donner, c'est qu'effectivement à l'heure actuelle, Ethereum n'est plus forcément porté par une base de milliers de mineurs, mais, là tout simplement par une élite un petit peu oligarchique de gros validateurs et de développeurs. Donc c'est vrai que, là on n'est plus du tout sur la phase, on va dire, communautaire d'ETH qui est un token qui a été, très porté, tout simplement par sa communauté. Là, en gros, eux souhaitent être portés tout simplement, par leur tech et que ce soit l'utilisation qui se mette à générer énormément, de volume plutôt et d'activité, hein, plutôt que, on va dire d'avoir quelque chose de communautaire où les gens conservent les tokens parce que, ils croient au potentiel d'ETH. Là, la vision d'ETH est clairement plus, de toute façon, le prix augmentera parce que l'utilisation, le réseau sera peu cher, beaucoup de capacité de développement, beaucoup de capacité de déploiement et il y a aucune raison qu'il y ait des tas et des tas, de diables qui viennent se construire dessus. Alors c'est sûr que si on se place du côté sérieux de la force, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'effectivement si, vous souhaitez développer des DApps, et aussi bien avoir les meilleures technologies derrière vous et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Ethereum propose, quelque chose qui est vraiment, important. Après si vous, justement, vous considérez que, l'aspect social est extrêmement important et ne pourra jamais qu'on ne pourra jamais remplacer le fait, d'avoir des milliers et des milliers de mineurs qui soient ambassadeurs, d'Ethereum par une utilité qui est réellement importante, sur le réseau, c'est, quelque chose que moi je ne peux pas juger par moi-même. C'est à vous d'être un petit peu sur vos convictions. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes emballé par le fait que ça devienne un ordinateur, géant, très peu cher, et où, des tas de diaps, super, successful vont se mettre en place? Ou est-ce que justement vous étiez attaché à cet aspect communautaire, qu'il pouvait y avoir du temps où, tout simplement ETH était en pot? Voilà, écoutez, j'espère que les informations que je vous ai données là vous ont intéressé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions si vous en avez. On a aussi un groupe Telegram, qui est gratuit si vous avez des questions à poser, parce que bon, connaissant assez bien ETH, je peux quand même répondre à pas mal de choses. Et sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou un abonnement si vous avez apprécié ce contenu. Merci, au revoir.